Je vous propose donc maintenant d'accueillir Pierre Corvol, de l'Académie des sciences, Académie de médecine. Il a été administrateur du Collège de France, Grand Prix de l'INSERM. Pierre Corvol est avec nous aux tables rondes de l'Arbois pour la médecine du futur. Merci beaucoup. À vrai dire, c'est la deuxième invitation que je reçois de la part de Daniel Nahon, qui a dû trouver que l'année dernière, malgré d'ailleurs une discussion vive, je me souviens très bien, à penser qu'effectivement, il fallait continuer à travailler pour les tables rondes d'Arbois. Et je dois dire, tout à fait passionné par ce qui a été dit aujourd'hui. Tellement passionné à dire que j'avais l'impression que mon topo se déroulait au fur et à mesure et que je n'aurais absolument plus rien à dire. Et d'ailleurs, vous allez voir que c'est exactement ce qui va se passer. Mais quand même, avant ça, la diapositive précédente, quand même, je voulais vous montrer que je me cultive et que j'ai été sur le cours Mirabeau hier pour prendre enfin une photo d'un ciel bleu, parce que je viens de Paris. Et vous voyez ici, c'est une allégorie de l'art et des sciences de 1883, à une époque où, on vous l'a rappelé, on mourait grosso modo à 45-50 ans. Aujourd'hui, on meurt, même à Aix, on meurt vers les 85 ans. Eh bien, au-dessus, vous avez un pigeon, sans doute, facétieux, attention à la psittacose. Et puis, vous avez ici une petite croix verte, tout à fait amusante, et qui indique que finalement, les sciences, la pharmacologie s'invitent, si vous le voulez bien, dans cette allégorie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la médecine est une science ? Michel Goldman vient de dire, avec la belle citation d'Osler, que s'il y a une science aujourd'hui de la médecine, c'est une science de l'incertitude, et que l'importance du raisonnement probabiliste est absolument essentielle. S'il y a bien une chose sur laquelle je voudrais insister pour les étudiants, les jeunes étudiants, les lycéens et même à la limite au cours de l'école primaire, c'est la notion de probabilité. C'est difficile à comprendre, mais il n'est impossible de comprendre le raisonnement médical d'aujourd'hui et de demain si on ne fait pas un minimum d'efforts dans ce domaine-là. Alors, je ne reviens pas sur les 4 P, je ne fais pas d'interrogation écrite, mais vous devez les connaître maintenant par cœur. Il y a un 5e P, parce qu'il faut bien que j'en trouve un, qui est la preuve. Parce qu'on ne l'a pas suffisamment dit, mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle « evidence-based medicine », que nous avons traduit en français de façon un peu légère par « la médecine fondée sur des preuves ». Mais je viens de vous dire que les preuves en médecine, c'était des probabilités. Donc, il vaut mieux dire que c'est la médecine fondée sur les faits. Et ça, c'est un point important, parce que le raisonnement médical à l'heure actuelle doit tendre vers une médecine fondée sur des faits. Mais le fait d'introduire les big data va changer cette perspective d'une certaine manière, et c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Je ne reviens pas sur le fait que grâce à la biologie, la recherche fondamentale que chacun d'entre nous, quand on est hospitalier universitaire, nous devrions faire, nous a permis de comprendre un certain nombre, pas beaucoup, mais de mécanismes de maladie, et ceci nous permet aussi progressivement de disséquer, de démembrer ce que nous appelons le syndrome d'un tel ou d'un tel, et finalement, comme il a été dit, de pouvoir mieux dénommer ces fondamentales. Je crois que c'est Albert Camus qui disait qu'il était essentiel de pouvoir nommer les choses. Nommer les choses, nommer les affections, nommer les maladies, pour pouvoir savoir de quoi nous parlons ensemble. Alors, il y a d'autre part un certain nombre de choses qui nous arrivent aujourd'hui, qui sont passionnantes. C'est l'apparition de certaines maladies dues à l'environnement. Je ne vais pas parler des perturbateurs endocriniens, ils vont être évoqués demain, plus qu'évoqués par Robert Barouki. Et à l'inverse, nous avons une disparition de certaines affections. On peut espérer maintenant avoir, en tout cas dans nos pays, complètement éradiqué, grâce à la vaccination, la diphtérie et la poliomyélite, sans parler de la variole, qui a été officiellement éradiquée par l'OMS. Éradication aussi de l'hépatite C, qui était une maladie mortelle, je dis était, parce qu'à condition d'avoir effectivement les ressources financières suffisantes, nos pays peuvent éradiquer l'hépatite C. C'est fondamental. Nous pouvons aussi repérer la chronicisation d'un certain nombre de maladies. C'est le cas du sida. Impensable, c'est vraiment un progrès. Impensable il y a quelques années.
Et donc, on a en quelque sorte une évolution de notre corpus de maladies qui se fait devant nos yeux et dont nous ne nous rendons compte, peut-être pas tout à fait compte suffisamment. Alors, la notion sur laquelle je voudrais insister est la suivante, qui est une notion qui intéresse particulièrement mon domaine d'expertise, qui est le domaine des maladies cardiovasculaires et plus particulièrement encore l'hypertension artérielle. Mais c'est vrai, le même raisonnement est vrai pour le diabète, le même raisonnement est vrai pour l'hypercholestérolémie, qui sont quand même la première source de décès dans tout le monde, qu'il s'agisse du monde occidentalisé, entre guillemets, ou qu'il s'agisse du monde émergent, du monde non occidentalisé. Ce que vous voyez ici, c'est la distribution d'une variable qui est la mesure de la pression artérielle, qui est le taux de glycémie, le taux de cholestérol. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une courbe gaussienne, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle une distribution normale. Il n'y a pas un groupe qui se détache de l'autre. Or, on sait à l'heure actuelle que plus la pression artérielle est élevée, plus la glycémie est élevée, plus le taux de cholestérol est élevé, plus le risque est grand. Et donc, vous voyez très bien que personne n'est à l'abri, finalement, d'une élévation de la pression artérielle, de la glycémie et du cholestérol, en termes de risque cardiovasculaire. Et que pour nous, médecins, aujourd'hui, on sépare artificiellement un groupe qui est ici indiqué en hachuré, qu'on va appeler hypertendu, hypercholestérolémique, hyperglycémique, d'un groupe qui ne l'est pas, qui est en blanc. Et donc, on va mettre une flèche rouge pour dire on va intervenir là. Pourquoi on a mis cette flèche rouge, par exemple, sur une glycémie à 1 g par litre et sur une pression artérielle à 140-90 ou un peu plus? On le met là parce qu'on a des essais contrôlés, randomisés, qui datent maintenant de 15, 20, 30 ans pratiquement, qui démontrent l'intérêt du traitement. Mais si on se déplace vers des valeurs de plus en plus normales, étant donné cette distribution là de ces chiffres de pression artérielle, de glycémie, de cholestérol, on aura encore un effet bénéfique, mais moindre, beaucoup moindre. Les épidémiologistes anglais vont jusqu'à dire on ne devrait plus parler d'hypertendus, on ne devrait plus parler de patients avec une hypercholestérolémie, mais on devrait parler de patients avec un risque de développer une maladie cardiovasculaire mortelle dans les 10 ans qui serait de l'ordre de 5%, 3%, 2%. Et vous voyez très bien le raisonnement actuel qui sous-tend tout cela, c'est que le taux de remboursement, le modèle économique qu'on va choisir, va dépendre du risque que vous allez assumer au niveau de la société. Pour être clair, il y a deux attitudes radicalement différentes. L'attitude française qui consiste à laisser le médecin prescrire ce qu'il veut aux patients, quels que soient ses chiffres, et l'attitude anglaise, le NHS, National Health Service, qui décide qu'on rembourse l'hypertension, entre guillemets, l'hypercholestérolémie, etc., qu'à partir du moment où on a au moins 3% de décédés dans les 10 ans qui viennent d'un infarctus ou d'un AVC. Donc vous voyez l'importance de cela. Donc chacun d'entre nous est concerné par cela. Le problème est qu'aujourd'hui, pour parler de la médecine du futur, on est incapable, avec les données génomiques, de prédire qui va faire un accident cardiovasculaire, qu'il s'agisse d'un infarctus ou d'un AVC. Francis Collins, pour lequel on peut avoir une énorme admiration, qui est le directeur actuel du National Institute of Health à Bethesda, qui est un grand généticien, qui a découvert le gène de la mucoviscidose, a dit en 2000, devant une assemblée de journalistes, on venait de pratiquement terminer la séquence du génome humain, il leur a dit, voilà, je vous prédis que dans les 10 ans, on était en 2000, dans les 10 ans, je serai capable, pour chacun d'entre vous, de prédire son risque de développer une maladie cardiovasculaire, voire un accident cardiovasculaire fatal. Aujourd'hui, en 2018, je peux vous dire que personne n'oserait dire cela, même pour les 10 ou les 15 ans à venir, tellement complexe est ce type de situation. Donc il faut bien réaliser une chose, c'est qu'aujourd'hui, finalement, c'est une espèce de revanche du cancer
par rapport aux maladies cardiovasculaires. Si je veux en quelque sorte schématiser les choses. Le cancer, médecine de précision. Mais on a 200 cancers, mais en fait, on y en a encore beaucoup plus, on a des traitements appropriés, etc. Et c'est formidable. Je trouve que là, on a fait un progrès majeur. En revanche, quand même, dans mon propre domaine, je dois dire qu'on a fait un grand progrès parce qu'on a des médicaments, que ça marche. Encore faut-il que la presse et les médias ne démolissent pas les statines, c'est une autre affaire. On pourra en parler parce que vraiment, ça me tient aux tripes. Mais bon, je veux dire par là que quand même, nous sommes en retard par rapport à certaines disciplines. Comme quoi, vous voyez, les choses bougent, ça n'est pas figé. Je viens de dire un mot sur l'anticipation des maladies qui est particulièrement difficile, mais je voudrais quand même terminer sur quelques mots du numérique. Aujourd'hui même, dans mon institution, au Collège de France, Emmanuel Macron fait une grande déclaration sur le numérique, préparée par Cédric Villani, et je sais qu'effectivement, il y a une bonne part qui est consacrée, évidemment, à la santé. Donc, je vais dire quelques mots pour terminer sur le numérique, en m'intéressant aux patients, aux médecins et au système de santé, bien entendu, et en vous montrant que c'est un vrai changement paradigmatique. Le mot est vraiment approprié. Le patient, d'abord le patient, il consulte Internet avant d'aller voir son médecin, ça c'est clair. Il a de toute façon, pour beaucoup d'entre eux, et ça peut nous aider comme médecin, déjà vérifier ou auto-vérifier sa glycémie, sa pression artérielle, etc. Il a tous les appareils qui lui permettent d'être connecté aujourd'hui. Il a donc une tentation, puisqu'elle a des chiffres, la connaissance d'automesure et d'autotraitement. Sujet très important, jusqu'où le médecin va intervenir, qu'est-ce que va faire le patient, comment peuvent-ils s'aider l'un les autres. Et puis il y a marqué DMP. Alors DMP, ça veut dire diagnostic médical personnalisé. C'est quelque chose que j'attends depuis à peu près 20 ans. De la même manière qu'il y a la carte de sécurité à l'assurance maladie que vous a montré ce matin, mais elle a couché la petite carte verte. Moi, j'attends la carte rouge sur laquelle, sur une puce, nous aurons l'essentiel de nos informations médicales. Toujours remis, mais ce sera un jour, je l'espère, une réalité. Et puis, il y a les réseaux sociaux qui interviennent énormément avec des associations qui ont été lancées pour une maladie épouvantable qui est la sclérose latérale amyotrophique dont vous avez entendu parler par le décès récent de Hawking, qui a permis pour la première fois de mettre un malade qui avait la sclérose latérale amyotrophique en connexion avec d'autres malades qui souffraient la même chose, de façon à partager, je dirais, une expérience avec le médecin. Alors le médecin, il y a la clinique, bien sûr. Il y a le dossier électronique de santé qu'il va créer. Il a la possibilité de récupérer un certain nombre d'informations par santé connectée de la part de ses patients. Et la télémédecine, qui effectivement est remboursée depuis 2010 en France, à condition qu'il s'agisse véritablement d'une consultation médicale organisée. Vous avez des téléconseils, téléchirurgie bien sûr, et télédialyse. La télédialyse, c'est tout à fait intéressant. On a 50 000 patients en insuffisance rénale chronique en France. Eh bien, dans la région brestoise, par exemple, il y a un médecin qui surveille la télédialyse dans les centres. Et d'autre part, on est tout à fait dans les big data là. Pourquoi ? Parce que chaque patient, grâce à un système informatisé mis au point par un médecin polytechnicien, chaque patient a son record, ces données personnelles qui ont été enregistrées, ce qui fait qu'à chaque séance de dialyse, le système, l'algorithme va tenir compte des résultats antérieurs pour adapter au mieux, je dirais, le traitement par hémodialyse. Ça, c'est une réalité d'aujourd'hui, pas de demain. C'est tout à fait intéressant. Donc, vous avez un certain nombre là ici de possibilités pour le médecin qui va, d'une manière générale, accepter volontiers, bien sûr, de collaborer. C'est pas évident. Moi, je suis d'une formation où c'était la médecine au manu, puis il a bien fallu travailler progressivement, et ça demande une formation qui est pas facile. Le système de santé est profondément bouleversé, bien sûr, parce qu'à l'heure actuelle, comme il a été dit précédemment et dans la discussion, il y a un nombre de données absolument considérable, des données qui vont être accumulées par notamment le système national d'assurance maladie en France. Nous avons
une chance formidable par rapport aux pays anglo-saxons. C'est que nous avons un système de santé, pratiquement, un système d'assurance maladie, ce qui permet de collecter ces données. Et effectivement, il y a 1,2 milliard de feuilles de maladies qui sont, vos ordonnances, qui sont scannées, enregistrées, analysées, subrepticement au passage, sans que ni malade, ni médecin, ni pharmacien ne sachent exactement l'algorithme qui va être utilisé, ce qu'on va en faire. Mais je vais vous en dire un mot. Mais il y a aussi 500 millions d'actes médicaux, c'est-à-dire tous les trajets, etc., les dispositifs médicaux, et 11 millions de séjours hospitaliers qui sont pris ensemble. Donc là, à l'heure actuelle, c'est très important parce que notre CNIL, c'est-à-dire la Commission nationale d'informatique et liberté, permet maintenant, sous réserve de conditions bien sûr, l'utilisation de ces données. Et donc on peut en tirer un certain nombre d'enseignements. Je vais vous en donner deux. D'une part, des études médico-économiques qui vont permettre, je l'espère, d'améliorer le rapport qualité-prix de notre système de santé. Un deuxième très pratique qui est la pharmacovigilance. C'est ainsi que vous avez peut-être vu qu'un antidiabétique qui a été d'ailleurs supprimé de la pharmacopée aux États-Unis a été découvert comme capable de donner des cancers de la vessie, et ceci uniquement en faisant de l'analyse de données massives. Ça n'avait pas été individualisé autrement. De même que la pilule troisième génération qui peut donner, dans certaines conditions, des phlébothromboses, là aussi a été repérée par l'analyse des big data. Donc je pense que ce qu'on appelle la phase 4 de pharmacologie, c'est-à-dire la surveillance à long terme et le dépistage des effets secondaires, peut être fortement améliorée par les big data. Mais il faut que tout ça, ça communique ensemble, et c'est évidemment un challenge. Je termine en disant que finalement, il y a 3 points importants aujourd'hui, comment nous raisonnons pour la décision médicale. Le patient étant examiné avec tous les documents que nous avons, il faut confronter ces documents ce qu'on appelle les meilleurs faits documentés. C'est-à-dire que l'evidence-based medicine, la médecine fondée sur les faits, doit analyser, doit prendre connaissance des meilleures études, supprimer les autres, pour pouvoir, avec les valeurs et les préférences du patient, c'est fondamental, et avec l'expérience clinique du médecin, c'est fondamental, de faire une proposition. On se rapproche de ce qu'on appelle le raisonnement hypothético-déductif. Ça vous remène peut-être à Claude Bernard, mais c'est un point important. Vous faites avec l'ensemble, finalement, un raisonnement, vous faites une hypothèse, vous déduisez une conduite en fonction de toutes les données qui sont indiquées là, et vous proposez une stratégie thérapeutique à votre patient. Dans le cas de la médecine personnalisée, c'est différent. On est beaucoup moins devant un raisonnement hypothético-déductif parce que, en fin de compte, ce que vous allez avoir comme données, c'est les big data. Big data qui ne reposent pas du tout sur une hypothèse de travail. Les big data, c'est une accumulation de données astucieusement analysées par l'ordinateur, mais qui vous échappe complètement. Ce n'est pas vous qui avez créé l'algorithme. Et même ceux qui créent l'algorithme ne savent pas toujours comment ça marche. Exemple, l'année dernière, j'avais présenté très rapidement la possibilité de faire le diagnostic de mélanome avec une photographie du mélanome. Et à ce moment-là, on confrontait ce diagnostic au diagnostic fait par soit des médecins dermatologues chevronnés, soit un traitement antérieur de deep learning, d'apprentissage profond par l'ordinateur sur 130 000 biopsies qui avaient été analysées avec le diagnostic, soit de carcinome, soit de mélanome, etc. Avec d'ailleurs une supériorité, comme dans le jeu de Go, de l'ordinateur. Donc vous voyez la complexité des choses. On n'est plus dans le même type de raisonnement. Et ça, nous ne sommes pas préparés à ça. Alors je termine en disant que j'aime bien Claire Béret-Deschers, donc je vous montre un petit peu ce qu'est la médecine peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais qu'il faut éviter. Vous voyez le médecin qui interroge son patient.
après tout ce qu'il a raconté, il demande à l'ordinateur de quoi il s'agit. L'ordinateur lui répond « c'est dans la tête ». Le médecin appuie sur un bouton, il lui sort une ordonnance de Dieu sait quoi, je ne dirais pas quel type de médicament. Mais après, le médecin, alors que le malade est prêt à partir, se précipite avec une boîte ouverte et lui propose une date fourrée à ce pauvre malade. Et il lui dit, mais alors que le malade ne veut pas la prendre, il dit, si, ça c'est l'élément humain. Évitons cela. Merci Pierre Corvol.